Vers 12 ans, j'avais la seule chambre de la maison qui n'était pas au premier étage. La maison de mes parents était un ranch, donc en entrant, on y trouvait 2 étages, un demi-escalier pour monter et un autre pour descendre. Au rez-de-chaussée se trouvait le bureau, le garage, ma chambre et une salle de bain. Les 3 autres chambres étaient toutes à l'étage. Comme j'étais l'aîné et le seul garçon de la maison avec 2 sœurs, j'ai eu la chambre du bas, car c'était la plus grande et, techniquement, la plus cool. Après mes 10 ans, mes parents ont donné mon lit simple à ma petite sœur et j'ai eu un lit double, ce qui était un petit plus, car la pièce était grande et pouvait certainement accueillir un lit plus grand. À 12 ans, mes petites sœurs avaient environ 5 et 8 ans. À cet âge, j'avais donc le droit de rester seul à la maison. Cependant, ma sœur de 5 ans ne restait pas seule avec moi, et ma sœur de 8 ans ne restait seule avec moi que si mes parents ne s'absentaient pas trop longtemps. S'ils s'absentaient plus longtemps, l'un de mes parents prenait mes 2 sœurs. Pendant cette courte période, environ 3 nuits d'affilée, peut-être un peu plus, je me réveillais en pleine nuit sans raison et j'avais du mal à me rendormir. À 12 ans, je savais que je n'aurais pas dû avoir de problème de sommeil à cet âge-là. Je dormais avec le ventilateur allumé à côté de mon lit parce qu'il faisait chaud pendant 2 jours en plein été, donc je ne savais pas exactement ce qui me réveillait, vu le bruit blanc et continu du ventilateur. Une de ces nuits, je me suis levé après m'être réveillé pour remplir mon verre d'eau. Je suis allé à la salle de bain juste à côté de ma chambre, et alors que je la remplissais, j'ai cru entendre quelque chose venir de l'intérieur. J'ai fermé le robinet et j'ai écouté, mais il n'y avait plus rien, juste le bruit du ventilateur. Je me suis dirigé vers la porte de ma chambre et je ne savais pas ce que c'était, mais quelque chose me faisait flipper. Je suis monté au salon et j'ai décidé de dormir sur le canapé cette nuit-là. Je me suis endormi, mais la même nuit, je me suis réveillé à nouveau, cette fois par des bruits provenant de la cuisine. J'ai vu la lueur de la lumière du réfrigérateur et le bruit de quelqu'un qui fouillait dedans. La façon dont le sol était disposé empêchait la cuisine de se voir depuis le canapé du salon. Je ne pouvais pas voir qui était là. J'ai entendu la porte du réfrigérateur se refermer, puis des pas s'éloignant et descendant les escaliers. J'avais sommeil, alors je me suis rendormi. Je crois que c'était le lendemain. Ma mère pliait des vêtements dans ma chambre et elle m'a dit que ma chambre empestait et que je devais nettoyer cette odeur. Je l'ai ignoré, car je ne sentais vraiment rien. J'aurais préféré ne pas l'ignorer. Ce soir-là, notre père a allumé la climatisation, car il faisait tout simplement trop chaud. Après avoir regardé un film en famille, tout le monde s'est préparé pour aller au lit. Je suis allé dans ma chambre et j'ai joué à des jeux vidéo un petit moment avant de m'endormir. À ce moment-là, j'ai éteint la télé et la console et je me suis couché sur le côté pour m'endormir, comme d'habitude. Ce soir-là, je n'avais pas allumé le ventilateur, car la climatisation était allumée, donc il n'y avait que le bruit de l'air qui sortait des bouches d'aération au plafond. Je me suis endormi, mais une fois de plus, je me suis réveillé peu de temps après. Je ne savais pas quel bruit j'entendais. Je n'entendais que le ventilateur qui soufflait de l'air. Puis, quand le souffle d'air s'est arrêté, la pièce est devenue silencieuse et j'ai entendu quelque chose. Une respiration, mais ce n'était pas la mienne. J'ai regardé autour de moi. La porte du placard était fermée, donc impossible que ça vienne de là. Une part de mon innocence enfantine supposait que c'était ma petite sœur qui me faisait une farce. Je me suis allongé par terre et j'ai regardé au seul endroit où je pouvais penser à regarder, sous le lit. J'ai soulevé le petit morceau de tissu qui pendait au pied du lit et j'ai vu une personne très corpulente allongée sous mon lit, sur une pile de couvertures. Sa tête était face à moi, mais ses yeux étaient fermés. Je suis tombé en arrière, je suis sorti de la pièce comme un crabe en criant « Papa !» J'ai entendu la porte de mes parents s'ouvrir et crier d'inquiétude. J'ai pointé du doigt ma chambre et je me suis assis sous le lit. Mon père est allé en sortir, un homme très corpulent et sale. Je me souviens que mon père l'a forcé à sortir sans difficulté pendant que ma mère appelait les secours. Je suis ce qu'il a fait de la prison pendant un certain temps, ou peut-être pas parce qu'il était sans abri. Qui sait? Cela m'a profondément affecté mentalement, au point que je ne voulais même plus dormir dans ma chambre, et encore moins dans cette maison. J'ai dû dormir au milieu de mes parents pendant un certain temps. Puis mon père a installé des caméras de surveillance partout dans la maison. On jetait tout ce qui était ouvert dans le réfrigérateur, car on ne savait pas ce qu'il y mettait. La peur de voir quelqu'un sous mon lit m'a habité pendant longtemps, des années. On ne sait même pas combien de temps il est resté caché sous mon lit. Ça a pu être plusieurs jours. L'odeur, la personne qui fouillait dans le réfrigérateur, les réveils inopinés chaque nuit pendant quelques jours. Qu'il ait eu des intentions malveillantes ou non, avoir quelqu'un caché sous son lit est le pire cauchemar de tout enfant. Cette histoire vient de mon arrière-grand-père, qui a aujourd'hui 101 ans. Il la raconte aux réunions de famille depuis des années. Il est originaire de la ville de Yaroslav,
en Russie. Je suppose que c'était l'Union soviétique quand il y est né. Originaire du RSS, il a bien sûr servi sous les ordres de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, puis s'est enfui aux États-Unis quelques années plus tard pour échapper au communisme. Il m'a raconté cette histoire récemment. C'était peu de temps après la bataille de Veliki Luki, qui n'était pas une bataille majeure de la guerre, mais qui s'est soldée par un bain de sang important entre soviétiques et allemands, comme la plupart des batailles de l'époque. C'était le soir et, selon mon arrière-grand-père, il faisait très froid cette nuit-là, un froid infernal. Il se trouvait dans une petite maison, l'une des rares à ne pas avoir été endommagée, ce qui la rendait agréable car il faisait chaud. Lui et ses camarades faisaient la fête avec des boissons, des chansons, des rires et des plaisanteries, comme on peut l'imaginer. Dans la soirée, 2 camarades soldats entrèrent dans le bâtiment. Mon arrière-grand-père et son ami Sergueï n'appréciaient guère ces deux-là. Apparemment, c'étaient des grandes gueules et des types désagréables. Sergueï demanda à mon arrière-grand-père s'il voulait sortir fumer une cigarette. Il accepta, et tous deux enfilèrent leurs épais manteaux et sortirent dans le froid glacial. Mon arrière-grand-père sortit sa cigarette, tout comme Sergueï, puis alluma les leurs. Ils discutèrent un moment, savourant leurs cigarettes et savourant la gloire qu'apportait la victoire dans la bataille qui durait depuis environ 2 mois. Après que mon arrière-grand-père eut fini sa cigarette, ils s'apprêtaient à rentrer lorsqu'ils entendirent au loin, dans les bois, ce qui ressemblait à un cri d'homme. Craignant qu'il s'agisse du cri d'un de leurs camarades, peut-être attaqué par une patrouille d'Allemands furieux, ils retournèrent rapidement à l'intérieur et saisirent leurs armes. Devant la possibilité d'Allemands armés, ils engagèrent d'autres soldats dans les bois avec eux. Mon arrière-grand-père raconta qu'en s'enfonçant dans les bois, il ressentit une étrange sensation de terreur et de peur. Lorsqu'ils n'entendirent plus de cris, mon arrière-grand-père suggéra qu'ils se divisent en duos et cherchent la personne. Sergueï l'accompagna, tandis que les autres partirent chacun de leur côté. Après environ 2 minutes de marche dans les bois sombres et froids, mon arrière-grand-père dit avoir entendu de faibles pleurs, comme si quelqu'un souffrait. Sergueï les entendit aussi. Alors ils marchèrent jusqu'à l'endroit où ils entendirent les pleurs. Ils ont commencé à voir des gouttes de sang dans la neige, et tous deux ont commencé à percevoir la situation comme plus menaçante qu'auparavant. J'ai encore des frissons quand mon arrière-grand-père me raconte ce moment. Lorsque lui et Sergueï sont arrivés à la source des pleurs, ils ont découvert la scène la plus étrange et la plus dérangeante qu'ils aient jamais vue. 2 soldats allemands au sol, l'un mort, l'autre vivant. L'un d'eux avait son uniforme déchiré et ensanglanté. Le vivant était recroquevillé près d'un arbre, marmonnant des choses en allemand. Il n'a pas remarqué mon arrière-grand-père et Sergueï tout de suite. Mon arrière-grand-père s'est alors dirigé vers l'autre corps. Le corps était horriblement mutilé. Il lui manquait des membres, la peau du visage était arrachée. Son uniforme était en lambeaux et on aurait dit qu'il avait été scalpé. Une autre chose qui a frappé mon arrière-grand-père était l'odeur. Il n'a pas pu la décrire, disant que ce n'était pas celle d'un cadavre, mais plutôt celle de produits chimiques. Le corps semblait frais. Sergueï examina le soldat vivant. Ce dernier, l'apercevant, recula de terreur, comme traumatisé. Il criait des trucs en allemand. C'est seulement à ce moment-là que mon arrière-grand-père remarqua que sa jambe était déchirée et que sa poitrine était ensanglantée. Il dit se souvenir que l'Allemand avait crié quelque chose comme « Daskola » ou quelque chose de similaire. Sergueï sortit son pistolet et acheva l'Allemand d'une balle dans la tête. Presque immédiatement après, mon arrière-grand-père décrivit avoir entendu des gémissements, et c'est alors qu'une chose immense se mit à courir dans l'obscurité, loin d'eux. Effrayés, Sergueï et son arrière-grand-père commencèrent à tirer au hasard en direction de la chose. Les autres hommes accoururent, mais la chose avait disparu. Tous furent réprimandés à leur retour au village, mais un rapport fut envoyé au commandement. L'affaire ne fut jamais approfondie. Mon arrière-grand-père affirme que ce fut l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Ça le stresse de repenser à la vue de cet Allemand mutilé et de cette chose. C'est arrivé quand mon fiancé Morgan et moi venions d'emménager ensemble dans une petite ville tranquille. Nous vivons toujours dans cette maison. C'est une petite maison modeste et mignonne, parfaite pour nous et 2 enfants si nous décidons d'en avoir. Nous avons tout de suite rencontré un voisin. Ils avaient l'air sympas. C'était un couple d'un certain âge, la soixantaine bien avancée. Les voisins d'en face étaient assez loin, donc on ne les a pas vus pendant un moment. On était encore en train de déballer et d'aménager. Cela faisait peut-être 2 semaines qu'on vivait dans la maison. On était épuisés par chaque nuit, entre le travail, l'installation et le déchargement. Morgan préparait des pâtes dans la cuisine. J'étais assis à table, à lui parler, tout en achetant des tapis sur mon ordinateur. Il faisait un peu étouffant dans la maison, alors j'allais ouvrir la porte coulissante de derrière. Mais en arrivant, j'ai regardé dans le jardin et j'ai remarqué quelqu'un assis sur une chaise. Il était un peu penché, la tête baissée.
Quand je dis que j'ai failli me chier dessus en le voyant, je ne plaisante pas. J'ai murmuré le nom de Morgane et lui ai dit « Ne criez pas, mais il y a un homme dans le jardin. » Elle s'est approchée pour regarder dehors et a eu le souffle coupé. Elle m'a attrapé et s'est cachée derrière moi en me disant « Allez, dis quelque chose. Non, attends, ne le fais pas. » À vrai dire, je ne savais pas si je devais sortir ou pas. Je ne suis pas un homme costaud. Pour être honnête, et même si ce type nous tournait le dos et était assis, il avait l'air plus grand que moi. Morgane m'a suggéré de frapper à la vitre et de lui crier de partir. Mais je ne voulais pas, j'avais peur. Le jardin est immense, mais juste devant la porte, il y a une terrasse avec les meubles restants. Les lumières du jardin n'étaient pas allumées, on le voyait juste à travers la lumière intérieure qui passait à travers la porte vitrée, ce qui signifiait qu'il devait savoir qu'on était là. J'ai dit « Merde !» J'ai frappé à la vitre et j'ai crié « Et il faut que tu sortes de notre propriété !» L'homme s'est retourné et m'a regardé. Il s'est ensuite levé avec un demi-sourire, presque comme s'il riait. Il paraissait avoir 50 ans. Il avait une très longue barre grise, des tatouages jusqu'au poignet. Il s'est approché de la vitre. J'ai vérifié que la porte était verrouillée. Il s'est placé de l'autre côté de la vitre et a tourné son regard vers Morgane. Il a commencé à se lécher les lèvres et à dire des conneries. J'ai crié « Ok, j'appelle la police ». J'ai fermé le store coulissant pour le faire disparaître. J'ai appelé le 911 et j'ai dit à l'opératrice de se dépêcher d'envoyer la police chez nous. J'entendais encore l'homme de l'autre côté de la porte qui parlait maintenant très fort, presque en hurlant, continuant à dire des choses dégoûtantes sur Morgane. J'ai posé le téléphone contre la vitre pour que l'opératrice puisse l'entendre. Il m'a fait rester au téléphone jusqu'à l'arrivée de la police. Finalement, le silence s'est fait dehors, alors j'ai jeté un coup d'œil par la vitre et le type avait disparu. J'avais hâte que la police arrive, et quand elle est arrivée, elle a fouillé le jardin, a pris un rapport et est partie. On pensait que c'était fini, mais plus tard ce soir-là, alors qu'on était dans le salon à regarder la télévision, on a tous les deux convenu qu'on avait entendu quelque chose venant du jardin. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai plié le store, juste assez pour revoir cet homme dehors. Il avait une cigarette à la main. Il se parlait à lui-même ou essayait de nous parler, face à la maison. Il a remarqué le pliage du store, car il s'est précipité à la fenêtre. J'ai fait un bond en arrière et il s'est mis à frapper à la fenêtre en disant toutes ces choses horribles et dégoûtantes qu'il voulait faire à Morgane. Je lui ai dit de monter, je ne voulais plus qu'elle entende ça. J'ai crié que j'allais rappeler la police. Puis les coups ont cessé et il est devenu silencieux. J'ai attendu quelques secondes avant de tordre le store à nouveau et il était parti. Je suis monté réconforter Morgane, qui était visiblement secouée. Je lui ai dit qu'il était parti, alors qu'avec le recul, j'aurais dû rappeler la police. En bas, j'ai entendu des coups et des coups. J'étais à mi-chemin de l'escalier et j'ai entendu des coups sur la porte de derrière, la poignée qui tournait. Il essayait d'entrer dans la maison. J'ai attrapé le téléphone dans la cuisine et j'ai de nouveau appelé les secours, suppliant l'opératrice d'envoyer la police immédiatement. Cette fois, la police est arrivée beaucoup plus vite et je n'ai pas prévenu l'homme dehors de leur arrivée. Mais malheureusement, le temps qu'ils arrivent, l'homme avait de nouveau disparu. Il s'est probablement enfui dans les arbres au fond du jardin. Il n'est pas revenu cette nuit-là. Le lendemain, nous avons fait le tour des voisins pour frapper aux portes, nous présenter à ceux que nous n'avions pas encore rencontrés et leur demander s'ils connaissaient quelqu'un correspondant à la description de cet homme. Ce que nous avons découvert était troublant. Un couple à quelques maisons de chez nous connaissait cet homme. Il était connu pour avoir battu son ex-femme et avoir des problèmes d'alcool et de drogue, et était généralement considéré comme très dangereux. Il habitait à 2 pas de chez nous, dans une petite maison délabrée. C'est le plus effrayant. Nous l'avons signalé à la police, mais comme nous ne l'avions pas filmé, nous n'avons pas pu porter plainte. Nous ne savons pas s'il vit toujours là, car nous n'avons pas eu de ses nouvelles ni ne l'avons vu depuis longtemps. J'espère que cela restera ainsi.